Lorsque Zamenhof a publié son premier livre en 1887, le titre était « Langue internationale ». Mais, en petits caractères, sur la page de couverture, il y avait une phrase d'incitation à la réflexion. Pour qu'une langue soit universelle, il ne suffit pas de lui en donner le nom. Son projet était bien « langue internationale », pour que les différentes nations puissent communiquer entre elles de façon équitable. L'écrivain russe Tolstoï, contemporain de Zamenhof et vivant administrativement dans le même pays, n'était pas espérantiste lui-même. Mais il s'était intéressé au problème et à divers projets de langues internationales. Il a écrit « J'ai trouvé le volapük très compliqué et, au contraire, l'espéranto très simple. Ayant reçu, il y a 6 ans, une grammaire, un dictionnaire et des articles en espéranto, j'ai pu arriver facilement, au bout de 2 petites heures, sinon à l'écrire, du moins à le lire couramment. La facilité, c'est important. » À la même époque, Jules Verne, un Français connu pour ses romans de science-fiction, écrivait « La clé d'une langue commune perdue dans la tour de Babel ne peut être refaite que par l'utilisation de l'espéranto. » Lui-même était engagé dans la diffusion de l'espéranto. À la fin de sa vie, il était secrétaire de l'association d'espéranto de la ville d'Amiens, en Picardie. Pour lui, l'espéranto est un moyen de communication particulièrement efficace. Un peu plus tard, Maurice Genevoix, devenu célèbre pour ses écrits sur la Première Guerre mondiale, écrivait « L'espéranto est en mesure d'exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment. La précision, c'est aussi important pour une langue internationale, y compris pour les sentiments. » Nous apprenons une langue par l'oral, en l'écoutant et en la parlant. Mais nous sommes dans une civilisation de l'écrit où la majorité des informations sont transmises sous forme de phrases écrites. En français, nous sommes conscients des difficultés de l'orthographe. Dans l'histoire sur l'écran, le nom sot est écrit de 4 façons différentes pour 4 significations différentes. Lorsqu'on apprend une langue, c'est compliqué. C'est compliqué en français, mais ce n'est pas simple dans les autres langues européennes. Il existe des exemples du même type que précédemment en anglais. On peut imaginer que le mot orthographié G-H-O-T-I peut être prononcé fish, qui signifie poisson. Parce que GH a le son F dans d'autres mots comme dans enough. O peut avoir le son I comme dans women. TI peut avoir le son CH comme dans revolution. Mais aussi, les mêmes lettres peuvent ne pas se prononcer. GH ne se prononce pas dans night, O ne se prononce pas dans people, T ne se prononce pas dans bellet, I ne se prononce pas dans business, et donc on obtient un mot muet comme une carpe. En espéranto, on essaie d'éviter ces difficultés. Toutes les lettres se prononcent, un son correspond à une lettre et inversement. Pour identifier les mots dans une phrase, l'accent tonique est toujours sur l'avant-dernière syllabe. Par exemple, en espéranto, on dit esperanto. L'alphabet choisi est l'alphabet latin, très fréquent en Europe, mais avec certaines particularités qui montrent son origine centre-européenne. Il n'y a que 5 voyelles, A, E, I, O et OU. Pas de voyelles nasalisées, ON, AN, IN, pas de U, pas de E. Les consonnes sont souvent prononcées comme en français, mais certaines sont difficiles, même pour les francophones. Le C est toujours prononcé ts, même devant un A, un O ou un U, puisqu'il faut qu'une même lettre se prononce toujours de la même façon. De même, le G est toujours prononcé comme dans gamin, jamais comme dans genou. Le J est prononcé Y, comme dans les langues d'Europe centrale. Le Japon se dit Yapaniyo. Et lorsqu'il y a un accent sur la consonne, elle devient chuintante, comme en tchèque. La Chine se dit Chiniyo, avec la première lettre qui est un C accentué. Le son ch est rendu par un S accentué, là aussi comme en tchèque, en polonais, en croate. Il n'y a ni la lettre Q, ni la lettre W, ni la lettre X, ni la lettre Y. Lorsqu'il existe un accent sur le U, cela donne un OU très court, comme le W anglais.
C'est simple, c'est logique, mais c'est parfois difficile. Par exemple ici, une grosse vague qui déborde sur la terre en provoquant de gros dégâts. En français, c'est un tsunami. En espéranto aussi, avec la terminaison o, tsunamo, prononcé tsunamo. Non seulement il faut une bonne correspondance entre l'écrit et l'oral, mais il faut comprendre la structure de la phrase, même lorsqu'on ne comprend pas tout. Dans une phrase apparemment simple, la petite brise la glace, un même mot peut avoir plusieurs natures, ce qui peut induire en erreur. S'agit-il d'une petite fille qui casse un miroir, ou bien d'une personne refroidie par le vent? Et il y a un grand nombre d'exemples en français. Un même mot, c'est-à-dire un même ensemble de lettres, peut parfois être un nom, parfois un adjectif, parfois un verbe, ou bien la ou le peuvent être soit des articles, soit des pronoms. Cette ambiguïté existe aussi en anglais. Première phrase, le temps file comme une flèche. Sujet, verbe, outil de comparaison, article, nom. Flies est le verbe dont time est le sujet. Deuxième phrase, qui ressemble fortement à la première, les mouches des fruits aiment une banane. Sujet composé, verbe, complément d'objet direct. Le sujet est flies, dont fruit est un modifieur, like est le verbe, dont banana est le complément d'objet direct. Une telle ambiguïté est à éviter pour une langue internationale. En espéranto, la nature des mots est indiquée par leur terminaison. Il est impossible de se tromper. On peut construire tous les mots qui ont un sens, y compris des mots qui n'existent pas en français. Pour la parole, en français, l'adverbe est oralement. Il y a un changement de racine, ce qui complique l'apprentissage. Pour l'écrit, il n'existe pas d'adverbe écritement. Cela semble étrange, et on utilise par écrit comme locution adverbiale. En espéranto, scribe signifie par écrit, et construit aussi simplement que parole, qui signifie oralement. L'espéranto ne vient pas de nulle part. Zamenhof a puisé son lexique dans les langues de son environnement, les langues européennes en général, mais avec le souci de simplicité et de précision. Des mots de langues déjà existantes, des racines assez répandues, en évitant les homophonies qui sont des sources de confusion. Pour de nouvelles situations, on peut créer de nouveaux mots à partir des racines existantes. L'espéranto a une grande productivité. Le mot espéranto est lui-même un mot composé. La racine, esper, espoir, espérer, la syllabe ant, du participe présent actif, et la terminaison o des noms, celui qui espère actuellement. Ici, plusieurs mots sont d'origine latine et faciles à comprendre pour les francophones. Pomo signifie pomme, arbo signifie arbre, libro signifie livre. Mais d'autres mots sont d'origine germanique. Suno signifie soleil, comme sun en anglais, et Sonne en allemand. Birdo signifie oiseau, comme bird en anglais. Hundo signifie chien, comme hund en allemand. Et il y a quelques racines d'origine slave ou grecque. Une des difficultés du français est que tous les noms doivent avoir un genre, soit masculin, soit féminin. On dit une chaise, mais un tabouret. On dit une bouteille, mais un flacon. En allemand, c'est encore plus compliqué puisqu'il existe le genre neutre et que le genre n'a pas de lien direct avec un sexe éventuel. En anglais, ça peut sembler plus simple, presque tout est neutre, mais on ne doit pas employer le pronom neutre it pour une personne de sexe indéterminé. Il faut utiliser le pronom they. En espéranto, il n'y a pas de genre pour les noms ou pour les adjectifs. Seuls les pronoms et les adjectifs possessifs sont genrés. La conjugaison française est difficile. Les différentes personnes ont des terminaisons différentes, même pour des verbes réguliers du premier groupe. Pour les verbes du troisième groupe, les élèves d'école primaire ont beaucoup de difficultés, et les non-francophones aussi. Un des pires est le verbe aller, où il y a 3 racines pour le même verbe. Je vais, j'allais, j'irai. En espéranto, pour toutes les personnes, la terminaison est identique. C'est plus simple, mais ça oblige à préciser le sujet. En français, certains verbes ne sont pas utilisés à certaines personnes ou à certains temps. Pleuvoir n'est qu'à la 3e personne du singulier, il pleut.
Des verbes anciens ne sont utilisés qu'à quelque temps. Si gît la mère du roi. Il existe gisait, mais pas de futur ou d'autre temps. En espéranto, tous les verbes peuvent être conjugués à tous les temps, tous les modes et toutes les personnes, à condition que ça ait du sens. Ce tableau montre des temps simples, passé, présent et futur. En français, il y a des nuances dans le passé. Imparfait et passé simple, et en plus, passé composé, plus que parfait, passé antérieur. Et en espéranto. En espéranto aussi, on peut rendre ces nuances par d'autres méthodes, avec l'auxiliaire esti, qui signifie être, et des participes, comme en français, et même mieux qu'en français. En français, on apprend qu'il existe le participe présent et le participe passé, et c'est tout. Mais le participe présent est actif. Mangeant, dans le chat mangeant, c'est le chat qui fait l'action. Et le participe passé est passif. Manger, dans la souris manger, c'est la souris qui subit l'action. On ne peut pas les utiliser pour d'autres temps et pour d'autres situations. En espéranto, toutes les combinaisons sont possibles pour tous les temps, y compris le futur, avec la distinction des participes actifs et passifs. Le participe présent actif ressemble beaucoup à son homologue français, mangianta signifie mangeant. Le A est la marque du présent, on l'a déjà vu. Pour les autres participes, on garde les voyelles caractéristiques, I pour le passé, O pour le futur, manginta pour le passé, ayant mangé. Mangianta pour le futur, devant manger. Et c'est le même principe pour les participes passifs. Les lecteurs francophones n'aiment pas qu'on change l'orthographe qu'ils ont apprise. En espéranto, divers changements ont été proposés à la fin du XIXe siècle, ou un peu plus tard, mais le consensus a été de ne pas changer. Les débats actuels en français sur les pronoms personnels non sexués existent aussi en espéranto. Il ou elle est parfois rendu en français par iel, mais on ne sait pas faire les adjectifs possessifs correspondants, son ou sa, le sien ou la sienne. En espéranto, diverses propositions existent, ji ou shli ou ri, mais il est facile de faire l'adjectif ou le pronom correspondant, jia, shliya, riya. À l'époque de Zamenhof, avec la composition typographique à la main, il était difficile d'ajouter des accents sur les consonnes. Il avait prévu une orthographe avec H après la lettre pour remplacer l'accent. On utilise aussi parfois le X pour indiquer l'accent. Actuellement, avec les ordinateurs, il n'y a pas de difficulté fondamentale, les lettres cho, jo, cho, etc. peuvent être obtenues au clavier. Chez les écrivains, il existe des auteurs de romans, de nouvelles, de poésie en espéranto. Comme pour les écrivains dans d'autres langues, ils peuvent faire partie de l'association Pen Club dans la section espéranto. Certaines familles dont les parents sont d'origines différentes utilisent l'espéranto quotidiennement dans leur vie familiale. Wikipédia en espéranto a plus de 300 000 articles. Bref, l'espéranto est une langue vivante.